C'est parce que nous accompagnons, nous écoutons et parce que nous faisons la clinique que ce titre, en fait, Parole de fin de vie, ne traduit pas précisément notre travail au quotidien. En effet, l'examen clinique nous amène entre le mutisme et la prolixité, en passant par des silences, parfois dérangeants, mais signifiants, qui expriment ce que la parole ne s'autorise pas. De plus, tout contact fait intervenir des aspects verbaux, mais aussi, bien sûr, non verbaux. Être psychologue clinicien, c'est être attentif à la rhétorique du discours et des non-dits. C'est être aussi attentif à tous les éléments non verbaux qui jouent un rôle dans la communication. Le corps et ses modalités expressives sont parfois notre seul recours. Le silence et ses modalités expressives sont aussi parfois notre seul recours. Être là, présent lors des fins de vie, c'est faire face à des sons, des gênements, des râles, des souffles, des sourires, des plaintes, des larmes et bien sûr des murmures et des paroles. N'est-ce pas là, en fait, avec ces sons ultimes, cette intimité des regards, des gestes et des postures que nous échangeons le plus? Écoutons alors ces expressions sans parole, ce qui ne signifie pas que cela soit silencieux. Et rappelons-nous que l'absence de parole n'est jamais défaut de signifiance, comme le dit Martine Rosiewski. Madame T s'accroche à la main qui est là. Sa respiration est calme, mais elle crie dès qu'elle se retrouve seule dans la chambre. Ces cris rythment le silence et rompent la sérénité apparente de la pièce. Un soignant. Elle est encore là? J'aurais pas pensé que je la reverrais aujourd'hui. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un, sinon elle crie. On ne peut rien lui donner pour la calmer? Son mari. Dès que je pars, elle crie. Vous savez, je ne la reconnais pas. Pour moi, elle est déjà partie. De toute façon, ce n'est plus ma femme. Monsieur P, mutique depuis des jours, garde les yeux ouverts. Ce regard douloureux et énigmatique est dérangeant. Il transmet de l'impuissance, de l'étrangeté, mais néanmoins une présence, si inconfortable soit-elle. Devant la difficulté, voire l'impossibilité d'entrer en relation avec Monsieur P, je m'entends dire « je ne vais pas vous déranger plus longtemps ». Et la fuite peut ainsi se faire, au détriment de ce qu'il y aurait à entendre. Madame A fait des pauses respiratoires depuis plusieurs jours. Suspendue à son souffle, familles et soignants se demandent si c'est le dernier, en l'espérant parfois. C'est trop long, il faut que ça s'arrête, dit une infirmière. Mais à quoi ça sert? Faites quelque chose, maintenant ou demain c'est pareil, dit sa fille. Certaines paroles traduisent de la peur jusqu'au bouleversement, du déni jusqu'au soulagement, mais toujours l'expression d'une douleur. Ainsi, des paroles peuvent signifier ce qui n'est pas dit et de l'ordre de l'impensable. Lorsque le patient se tait, ce sont les proches et les soignants qui mettent des mots. Lorsque le silence s'impose et qu'il y a souvent des dérobades, il y a toujours du sens. Et redonner un sens à l'histoire singulière d'une chambre sans parole, c'est révéler aux autres la présence d'un être et sa digne reconnaissance. Et maintenant, écoutons des paroles de famille, paroles révélatrices de problématiques inconscientes et de conflits internes. Madame P, fille d'une patiente, craignant qu'elle soit néfaste pour sa mère, répète lors de plusieurs entretiens « Pensez-vous que je sois funeste pour ma mère ?» Madame S vient de perdre son père. Celle-ci est vue en suivi de deuil. Elle raconte comment elle a vécu l'incinération de celui-ci. « Mon père a été inséminé. J'ai mal supporté l'insémination de mon père, ça a été difficile pour moi. » Que nous livrent ces deux filles de patientes lorsqu'elles disent insémination au lieu d'incinération et funeste au lieu de néfaste? Elles nous livrent un cortège d'angoisse et de souffrance. C'est alors la parole de l'inconscient qui s'invite, voire qui s'impose. Les entendre, les recueillir, signifie que ces paroles ont un sens. Aider les familles à traduire en mots ce qu'elles voient, ressentent et ne comprennent pas toujours, c'est leur dire qu'il y a aussi un au-delà des paroles et des silences. C'est leur dire aussi que dans des efforts ultimes, les patients puisent dans leurs ressources psychiques un soutien, un élan susceptible de leur prêter main forte et que cela se fait parfois, nous allons l'entendre, à tout prix. Accompagner, aller au-delà des mots et des silences, c'est comprendre que devant ce temps qui s'annonce si redoutable et si pressant, des paroles détournées, confuses et délirantes voient également le jour. Elles aussi entre passé, imaginaire, rêve et cauchemar. Ces productions s'autorisent tout, aménageant ainsi au sujet un espace encore viable avant de mourir. Cette parole détournée constitue alors l'ultime moyen d'échange. « Je vois maman qui m'appelle, j'arrive. » Madame P. « Je suis devenue un légume, je suis une patate. » Remarquez, une patate, ça ne pense pas. Monsieur L. «
je suis Tristan. Ah mais je vous ai reconnu, vous êtes Isolde. Vous m'accompagnez? Parce que moi je vais m'envoler, je suis dans les plumes. Je me sens si léger que je m'envole. Vous venez? Ultime songe, ultime délire, ces paroles témoignent d'un commerce secret que le malade recherche afin de trouver une aide face à la mort. Dément ou pas, résistons s'abandonner ce télescope. Les patients déments semblent parfois retrouver un espace de lucidité, alors que des patients lucides jusqu'alors choisissent la voie d'hydrogène et confusogène comme mécanisme de défense. Monsieur R. Le Doubs ne coule pas dans le Jura. De toute façon, il ne coulera plus demain. Il s'assèche. Vous savez, il n'y aura plus d'eau dans cette région. Vous le savez, regardez la télévision ce soir. Je m'appelle Monsieur Rivière. Effectivement, Monsieur R est mort le lendemain. Madame S. Si je m'arrache ma sonde, c'est parce que ce sont des fleurs dans les jardins. Les mauvaises herbes, ça s'arrache, ça se coupe. Alors moi, je désherbe, je fais le propre. Aussi étrange que la démence, ce temps d'avant-mort signe bien l'irréel. Et c'est ce qui fait si peur aux proches et aux soignants. Une inquiétante étrangeté. Ce temps peut être aussi celui du refus de l'autre, refus exprimé par la parole ou par le comportement dissuasif de l'échange. Laissez-moi tranquille, je vais être seule, je n'attends qu'une chose, en finir. Il y a aussi certains patients d'une sérénité inquiétante pour les autres. La projection d'autrui, à l'écoute de cette parole trop paisible, devient alors dérangeante pour l'autre. Accompagner, c'est savoir entendre, mais c'est aussi respecter l'autre, et c'est aussi s'effacer et s'absenter. Le travail consiste alors à expliquer que ce vouloir être est peut-être un dernier combat. Respecter cela de la part de celui qui va mourir, c'est l'aider à rester un sujet, et un sujet jusqu'au bout. Confronté à l'attente lancinante et bouleversante, les mots trahissent aussi l'imminence de la menace. Les propos peuvent être extrêmes parce qu'ils expriment détresse et tourment. Écoutons-les. Monsieur P. Je suis dans l'ombre, restez s'il vous plaît, j'y verrai plus clair. Madame D. Est-ce que je suis encore vivant? La réponse fut oui. Ah merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Madame L. Si je m'accroche à vous, vous allez me retenir, n'est-ce pas? Madame D. C'est bien que j'ai mal, il ne faut surtout pas m'enlever ça. Au moins, je me sens encore un petit peu vivante. Enfin, vraiment un petit peu. Madame T. Je ne sais plus où je m'habite. Madame L. Je ne sais plus à quelle heure je suis. Pour que la parole puisse se frayer un chemin, il lui faut, au-delà d'une présence, qu'il y ait une écoute, mais aussi une reconnaissance de la souffrance. C'est là, seulement là, que la parole prend tout son sens. Nous avons entendu que des paroles de fin de vie ont de multiples visages, paroles douloureuses, silence évocateur, sans parole, corps parlant, paroles délirantes, angoisse silencieuse. Les silences et les paroles de fin de vie nécessitent une prise en soin, qu'elles soient émises par les patients, les proches, les familles ou les soignants. C'est dans l'intimité de ce huis clos universel que se trouvent toutes les dimensions, éthiques, sociales et humaines. Et c'est grâce à ces mots-là que nous poursuivons encore notre travail, encouragés, aidés, enrichis de ces silences-là. Et s'il arrive, comme le disait Simone de Beauvoir, que la parole ne représente parfois qu'une manière plus adroite que le silence de se taire, laissons ces derniers mots à Madame B. Tout s'est cassé, je suis finie. Je ne sais plus parler. C'est normal, je ne parle plus à personne. Je suis une loque, donc je ne suis plus rien. Il n'y a que quand vous venez que je suis un petit quelque chose. Vous voyez, un petit quelque chose qui pense. Intime parole et ultime silence qui signe jusqu'au bout, encore et toujours, la présence au monde de l'autre. L'essentiel n'est-il pas là? Merci.